Je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc que le champ dérive du potentiel. Le champ E dérive du potentiel. Alors quand il y a une intégrale, ben, on peut trouver son inverse qui est la dérivée. Mais quand on a la dérivée, on peut avoir aussi son inverse qui est l'intégrale. Eh c'est ce qui va se passer ici à travers du champ qui dérive du potentiel. Je vous rappelle que le champ est une grandeur vectorielle, voilà, et que le problème c'est que pour calculer des champs au niveau vectoriel, bon, quand il y a deux charges, c'est pas compliqué, c'est simple. Trois charges ça peut corréler, mais quand on a beaucoup de charges au niveau vectoriel, bon, il faut aller chercher tous les cosinus directeurs et c'est une complication. Donc on va préférer calculer le potentiel et puis on recalcule le champ. Bon, on va le calculer bien sûr au travers des composantes, hein, c'est-à-dire au niveau scalaire. Bien qu'un champ c'est vectoriel, on peut aller chercher les composantes vectorielles au travers des composantes. Les composantes sont scalaires. Donc, ayant le potentiel, ce qui est facile à calculer parce que le potentiel lui-même il est scalaire, ben on pourra retrouver le champ. Parce que le champ dérive du potentiel, il suffit d'aller chercher, on va dire, la dérivée. Donc c'est en gros, ce que j'explique ici, c'est bon, il est plus facile de calculer le potentiel que le champ, puisque le potentiel est scalaire et que le champ, bah, c'est vectoriel. Et bon, quand on a plusieurs charges, il faut aller chercher le cosinus directeur, ça devient un peu plus compliqué. Donc ici, le champ est une dérivée. Une dérivée. Par rapport à, voilà, par rapport à un trajet. Donc c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on aura le champ dérive du potentiel. Mais je peux vous dire qu'il y a un moins. Il y a un moins. Le champ dérive du potentiel. Quant au potentiel, lui, c'est une intégrale. C'est par rapport à moins E dr. Donc vous voyez que on peut pas. Le champ, c'est une dérivée. Le champ, c'est une dérivée. On peut l'avoir par dérivée. Le potentiel, on peut l'avoir par l'intégrale du champ. Donc, si vous voulez, champ et potentiel sont liés. Hein. Le champ, on sait l'avoir par un calcul dérivé, du potentiel, bien sûr. Mais le potentiel, on peut l'avoir par un calcul intégral. Donc, vous voyez que, à partir du... si on a le champ, ben, je calcule l'intégrale, j'ai le potentiel. Mais maintenant, si vous avez le potentiel, je fais une dérivée et j'ai le champ. Alors, pour partir, on va dire, des bases, je rappelle qu'on a un environnement dans l'espace ou dans le plan. Voilà. On a un environnement, par exemple, 3D. Là, on y fixe un repère et on met des charges QI. Alors, I, bien sûr, est compris entre 1 et N. Alors, QI positionné en des points PI. Donc, c'est une position dans l'espace de points PI. Alors, il faut aller chercher tout, comme j'ai toujours expliqué, soit vous reliez par des rayons, des vecteurs position, et donc la norme sera un rayon vecteur, mais un vecteur position par rapport à l'origine. Parce qu'on sait avoir aussi des rayons vecteurs entre le point P1 et P2, voilà, entre PI, P2, et on sait avoir des... Voilà, attention, quand je dis, c'est pas par rapport, je m'excuse, je me suis trompé ici, c'est par rapport à un point M, on veut calculer le champ. Si vous voulez calculer le champ, on a un point X, Y.
Z, là intervient des vecteurs, le champ ou le potentiel. Voilà. Intervient des vecteurs par rapport au point où l'origine est variable, parce que c'est là on a une origine ici, là on a une origine ici, là on a une origine là, alors que les vecteurs en bleu, ben, on n'a qu'une seule origine, c'est ici. Voilà, donc on a des points PI, on en a combien? Mais on en a aussi I qui est compris entre 1 et N. Et donc quand vous avez des charges dans l'espace, ben, il faut déjà avoir un environnement spatial. Qui dit environnement spatial dit possibilité d'avoir des charges, et qui dit des charges dit force électrostatique. Alors ici je parlais en termes de charges à symétrie sphérique, c'est-à-dire des charges coulombiennes. Je parlais d'un type de charge bien défini, enfin un type de champ, je m'excuse, un type de champ bien défini qui est le champ coulombien. C'est celui qui est le plus utilisé vis-à-vis des étudiants. Les étudiants apprennent souvent, la plupart du temps, quand ils exploitent un champ, c'est le champ coulombien. Alors dans le champ coulombien, ben, là, on a une force de Coulomb qui est, voilà, 1 sur 4 pi epsilon 0 qui dépend de Q fois Q carré de la distance. Carré de la distance. Bien sûr, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 exposant 9. Voilà, 9 fois 10 exposant 9. Q fois petit q, R carré. Par définition du champ, c'est presque comme la force. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Champ coulombien. Hein. Parce que ici, c'est une force coulombienne. Ça, c'est un champ coulombien. C'est Q sur R carré, ou si vous voulez, 9 fois 10 exposant 9 Q sur R carré. Je rappelle que l'unité de charge, c'est le coulomb. Q s'exprime en coulomb, et que 1 coulomb, c'est 1 ampère fois 1 seconde. C'est 1 ampère fois 1 seconde. En fait, ça provient de la formule Q est égal à I fois T. Courant, la charge, voilà, c'est voilà, le courant fois le temps. Et vous avez la charge électrique. C'est le courant qui est passé pendant un certain temps, fait la charge. C'est un robinet qui est ouvert, si vous voulez. Un robinet, quand vous ouvrez un robinet, au fur et à mesure du temps, vous avez l'accumulation d'une quantité d'eau. Ici, ce n'est pas une quantité d'eau, c'est une quantité de charge électrique. Autre chose, on sait que exprimer aussi le champ alors si vous voulez un ensemble de forces, s'il y a plusieurs forces coulombiennes, il faut les additionner. Hein. C'est une somme vectorielle. Hein. Et tout comme le champ est vectoriel. Pour un ensemble de champs, vous pouvez faire une somme vectorielle. Hein. On peut faire des sommes vectorielles pour les forces et le champ. Les forces. Bon, petit instant parce que ça n'écrit pas. Je vais rouvrir une nouvelle page pour que ça. Problème technique. Voilà. Indépendant de ma volonté, encore une fois. Voilà. Donc je disais que on peut avoir une force totale. Ben, les forces totales, force électrostatique totale, c'est une somme de forces. Une somme de forces. Chacune des forces étant sommée, on a la force totale. Le champ total, c'est la même chose. Le champ total, on peut sommer, c'est une somme de champs. Donc vous voyez que c'est une nature
c'est une nature vectorielle. Et donc il faut faire des sommes vectorielles. Alors le champ peut être aussi créé, parce que, bon, dans les théories qu'on fait sur le champ, on a toujours voilà, supposé que la charge petit q était euh, ponctuelle et que sa valeur était, on va dire, négligeable par rapport à la charge grand Q. Donc petit q était négligeable par rapport à grand Q et que petit q était ponctuel. De manière à ce que, on va dire, le champ mesuré par petit q était bien celui dû à grand Q uniquement. Mais en fait, Q, elle crée elle-même un champ. Q crée aussi un champ en vérité. Parce que c'est pas négligeable comme on le prend hypothétiquement pour faire les théories. Et ce qu'on mesure, c'est la force d'interaction entre les deux champs, dû à grand Q et petit q. Et si on veut définir rigoureusement, si vous voulez, le champ dû à grand Q uniquement, ben, il faut faire tendre petit q vers, on va dire, vers 0. Et donc il faut considérer ici un delta q, qui est une charge infiniment petite, et on a une définition de type dérivé pour le champ. C'est-à-dire qu'on peut désigner par delta q. Alors ça c'est au niveau rigoureux. Au niveau rigoureux, on peut écrire que E vaut la limite. Alors on définit un delta q qui tend vers 0. Voilà, c'est-à-dire une charge infiniment petite de delta F sur delta Q. Et comme j'ai toujours dit, cette dernière définition découle d'un processus mathématique, hein, et delta Q reste supérieur à la charge élémentaire. Voilà. Donc on peut le voir comme le champ comme étant, on va dire, une variation d'accroissement, donc une espèce de dérivée. Attention que c'est une dérivée vectorielle, hein, parce que E est un vecteur et delta F est un vecteur, c'est une dérivée vectorielle. Autre chose, quand on a une charge qui dit charge dit environnement d'abord et présence de charge dit force électrostatique, qui dit force électrostatique dit champ, qui dit champ dit travail électrostatique, qui dit travail dit potentiel électrostatique. Alors, le travail est défini en ramenant une charge d'un point plus l'infini vers un point. Alors, je rappelle que V est égal à T sur Q. Donc, je rappelle que le travail est en joules, la charge est en coulomb, voilà, et le potentiel V c'est en volts, c'est l'énergie, ça mesure l'énergie potentielle électrique en un point. C'est toujours en un point, hein, on considère, parce que les charges sont ponctuelles, sont situées tous en des points, ils sont situés tous en des points. Et ici, généralement, on fait les hypothèses que c'est des charges ponctuelles, c'est-à-dire que la charge est un point. Alors, on va dire ça comme ça. Et que, voilà, on a affaire à des champs coulombiens, puisqu'on prend des charges ponctuelles, voilà, à symétrie sphérique, on a des champs coulombiens, donc des potentiels coulombiens, et donc, voilà, tout est coulombien. Et donc, dans les lois de Coulomb, on a la force de Coulomb, le potentiel coulombien, le champ coulombien, on a toujours à chaque fois
1 sur 4 pi epsilon 0 qui intervient, c'est-à-dire le 10, 9 fois 10 exposant 9. 9 fois 10 exposant 9. Après avoir mis donc le champ, la force coulombienne, le champ colombien, vous voyez que ça dépend de 1 sur r carré. Mais le potentiel coulombien, lui, il est dépendant de 1 sur r. Donc le potentiel coulombien, qui est un cas particulier de champ, V est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. Ça, c'est le potentiel coulombien. Alors, comment le calcule-t-on? Ça, on le calcule, bien sûr, par calcul intégral. Alors, je rappelle que la dérivée, c'est une limite de rapport, alors que l'intégrale, la dérivée, c'est une limite de rapport, alors que l'intégrale, c'est une somme, limite de somme de rapport. Voilà. Et donc, le potentiel se calcule par calcul intégral, parce que c'est une limite de somme, justement. On va partir. Alors, on va calculer, on va prendre une charge ici Q et une petite charge unitaire qui est égale à plus 1, semblant provenir de plus l'infini. Voilà, ça vient de plus l'infini qu'on va ramener jusque à un point que je vais appeler P ici. Bon, le P ici, si vous mettez un axe, l'origine ici et un vecteur U ici, voilà, lui il est situé à une distance R. Voilà. Et donc on va définir un élément suffisamment petit qu'on va appeler delta R. Alors ce delta R n'est pas anodin, hein, parce que justement on va le prendre suffisamment, on va le décomposer donc en éléments de longueur delta R, et il suffit de prendre, le prendre suffisamment petit pour qu'on puisse considérer que localement le champ E est constant. Le champ E est constant. Et donc on aura un champ comme ceci, E', on aura voilà, la loi de l'action est égale à l'action est égale à la réaction, et donc on va déplacer petit q pour le ramener en P en luttant contre E. Contre E. Et une fois que vous avez dit ça, vous allez trouver le potentiel. Donc, si je note V le travail, son travail élémentaire, c'est delta V. Et donc, on fera V va être tout simplement la limite de quand delta V tend vers 0, de la somme des travaux élémentaires. En d'autres termes, en parlant par rapport à dr, c'est ce qui m'intéresse, on sait bien qu'un travail c'est une force fois un déplacement, mais entre champ et force, on n'en est pas loin, d'autant plus qu'ici, vous voyez ici j'ai pris Q égale 1, donc ici j'ai bien une charge élémentaire, donc passer de force à chance, c'est bon, c'est simple, je peux parler ici en termes de force ou de champ, c'est pas un problème. Et donc je vais écrire que c'est la somme. Alors on a un champ coulombien, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et si je vais considérer qu'on a un champ coulombien, donc c'est-à-dire c'est somme de prime delta R, c'est-à-dire E' étant l'opposé de E moins E, voilà d'où vient le fameux moins. Attention qu'ici j'ai mal écrit, hein, parce que tout d'abord ici c'est même pas delta V, puisqu'il n'y a plus de delta V, hein. On parle en termes de delta R ici, parce que quand delta V tend vers 0, delta R
tend vers 0. Et donc ici, bien sûr, j'ai oublié de mettre la limite de la somme. Limite quand delta R tend vers 0 de la somme de E moins E delta R, qui n'est rien d'autre que l'intégrale. Hein, qui n'est rien d'autre que l'intégrale. Alors, quand on parle d'intégrale, on passe à la différentielle. Alors, bien sûr, on va aller de plus l'infini à R. De plus l'infini à R. Le 0, il est là. Hein. Donc, on va aller de plus l'infini à R. Donc on aura l'intégrale, pour avoir le travail total, ben, c'est l'intégrale de E moins E dr, c'est-à-dire moins E, comme on a affaire à un champ coulombien sur RK, moins E dr, E étant constant, on a un champ coulombien, V est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R carré, c'est le champ coulombien, intégrale de dr, voilà, on aura moins Q sur 4 pi epsilon 0, intégrale de dr sur R carré. Alors, là, on a le potentiel. Là, je peux vous dire que ça, c'est de l'ordre de dx sur x carré, ce qui fait moins 1 sur x. Donc, on aura moins Q sur 4 pi epsilon 0, voilà, 1 sur R, entre les bornes plus l'infini à R, voilà, mais en plus l'infini ça fait 0, donc il restera moins Q sur 4 pi epsilon 0 R. Donc vous voyez que vous le potentiel, on a un point pour amener la charge Q provenant de plus l'infini en R. Donc on a un champ coulombien, un champ en symétrie sphérique. V est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. Un petit instant. Non, je m'excuse. Donc ici, voilà que vaut le potentiel coulombien. Attention que c'est un potentiel spécifique. Hein. C'est un potentiel spécifique coulombien. Maintenant, je vais calculer la différence de potentiel entre deux points. Ben, je fais un petit peu le même calcul. Simplement, je ne proviens pas de plus l'infini. Hein. Alors, je vais... Alors, pour calculer, je vais mettre la charge grand Q, la charge unitaire
petit q, voilà, on va aller d'un point A à un point B. Voilà, la charge va aller de A à B. De A à B. Donc là, on a une distance RA. On va ramener la charge Q du point A au point B. Là, on a la distance RB, bien sûr. Là, on a fixé notre origine, nos vecteurs de base U. Donc, on aura quoi? On aura l'intégrale de RA à RB de moins EDR. Hein. Il suffit d'aller chercher voilà, ce que j'ai voilà, pour avoir le potentiel total. Enfin, pour avoir le potentiel entre les points B et le point A. Attention que c'est point, parce que c'est algébrique. Hein. Le potentiel de B par rapport au point A, c'est ceci. Parce que si vous maintenant vous voulez le potentiel de A par rapport à B, ben c'est l'opposé. Donc c'est algébrique. Alors vous voyez qu'on passe au différentiel de delta R devient moins EDR. Et là vous faites un petit peu le même calcul. Vous allez avoir Q sur 4 pi epsilon 0. Voilà. 1 sur RB moins 1 Q sur 4 pi epsilon 0. 1 sur RA. Alors maintenant, si RA vaut... Alors ici, vous avez VB moins VA. Voilà, c'est ceci. VB moins VA. Mais maintenant, si vous considérez que Q provient de plus l'infini, ben, il suffit de remplacer... attention qu'ici, c'est B, RB. C'est RA. Alors, il suffit de mettre RA égale tendant vers plus l'infini. Si je mets l'infini, on aura Q est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 R. Et vous allez retrouver celui-ci. Vous mettez RB égale R. Donc ça c'est un cas particulier, si vous voulez, de VB moins VA. Bien sûr, ça c'est un potentiel. On a un point que je vais appeler, parce que c'est toujours par rapport à un point, on a un point A. Je peux mettre RA. Ou B, RB. Ou VP. Je peux mettre VP est égal à Q sur 4 pi epsilon 0. Potentiel coulombien, voilà, RP. Alors, il y a toujours une distance. Alors vous voyez que c'est l'inverse d'une distance. Hein. On n'est plus dans les inverses de carré. Ici, on est dans des inverses de carré. Mais pas pour le potentiel. Et tout ça, c'est coulombien. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est coulombien. Et donc, il est facile de trouver... le travail qui vaut... je rappelle que le potentiel... V est égal à T sur Q, c'est des volts, est égal à des joules sur des coulombs. En unités. Hein. Ça, ce sont les unités. Donc, le travail, c'est V fois Q. Et comme le potentiel, on a un potentiel coulombien qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 grand Q sur R, mais il suffit de multiplier par petit q pour avoir le travail. Et ça, c'est le travail pour déplacer une charge quelconque petit q. C'est le travail pour déplacer une charge quelconque petit q. Et donc maintenant, si je veux appliquer ce que je vous avais dit au départ, voilà, ceci, pour avoir ceci, vous voyez d'où vient le delta R. Qu'est-ce que c'est que le delta R? Et qu'est-ce que c'est que le delta V? Donc, le calcul de potentiel, c'est à partir d'une relation aux accroissements qui est, je l'ai montré, hein, je l'ai montré il y a un petit instant, que delta V vaut moins E delta R. En d'autres termes, grand V n'est connu que par son taux de variation delta V sur delta R. Grand V n'est connu que par son taux de variation delta V sur delta R. Et bien sûr, à la limite, quand delta
R tendant vers 0. Alors quand delta R tend vers 0, delta V tend vers 0 aussi. Hein. C'est par définition des dérivés, c'est comme ça. Hein. Ou je dirais même le contraire. Quand delta V tend vers 0, mais delta R tend vers 0 aussi. Donc on aura delta V sur delta R. Voilà. Bon, sous-entendu, delta V tendant vers 0 aussi. Donc c'est une limite de rapport, je vous ai dit, ça c'est la dérivée. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on obtient? Ça provient d'ici. Donc, moins E est égal à delta V sur delta R, ce qui veut dire que E vaut moins... Alors, moins E, je vous ai dit pourquoi, parce que on luttait contre le E. On luttait contre le E, je vous l'avais dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, Q allait dans le sens de E'. Et donc opposé à E. Moins E delta V sur delta R. Voilà. Et donc, là, il faut prendre en considération la limite de ceci, pour avoir, bien sûr, le champ E. Donc, vous voyez que le champ peut être vu comme une dérivée. Avec un moins. Avec un moins. Donc, le champ est égal à moins la dérivée de V par rapport à R. Par rapport à dr. En d'autres termes, on va dire que le champ est la dérivée du potentiel, donc le champ dérive du potentiel. Le champ dérive du potentiel. Donc il suffit de dériver. Alors je vous rappelle que le potentiel est scalaire, donc il est facile de calculer le champ, les composantes du champ, au travers de... Si on a l'expression du potentiel, on sait calculer le champ facilement. Parce que le champ, s'il est vectoriel, c'est plus compliqué. Surtout s'il y a plus de 3-4 charges, ça devient compliqué de calculer la composante vectorielle du champ. Je vous avais dit, il faut passer par les composantes, on va dire, des cosinus directeurs. Cosinus directeurs. Il faut trouver la composante en x, ey, ez. Voilà, qui sont des scalaires. Hein, les composantes sont des scalaires. Mais c'est mieux de dériver, voilà, connaissant l'expression du potentiel, on dérive l'expression du potentiel et on a le champ. On a le champ. Bon, maintenant, si vous avez ça, il est facile de trouver aussi le potentiel. Hein. Pourquoi? Parce que si vous savez que E dérive du potentiel, si le champ, si vous savez qu'il dérive du potentiel, E est égal à moins la dérivée de V par rapport à dr, je vous ai dit qu'on peut passer de la dérivée à l'intégrale facilement. Comment? On va écrire que E dr est égal à moins dv. Voilà, dr je fais passer dans le membre de gauche. Ce qui veut dire que dv, il vaut moins E dr. Ben ça, vous le saviez, hein, parce que j'avais commencé par ça. Juste avant, j'avais écrit que delta V est égal à moins E dr. Alors, c'est une force fois un déplacement. Hein, voilà. Ça, c'est un travail, un élément de travail, un travail élémentaire, si vous voulez. Ça, c'est un travail élémentaire. Ben, c'est une force F fois un déplacement. Force fois un déplacement. Mais ici, tout est élémentaire. On a un élément, comme je dis, trajectoire élémentaire, de manière à avoir voilà, localement une continuité du champ. Localement. Et donc, ici, on a bien un champ constant. Une continuité du champ constant. Voilà, donc on a bien un champ constant ici. Qui est coulombien, hein, je l'ai pris coulombien dans les calculs. Et une fois que vous voyez 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est du coulombien. Donc, une fois que vous avez ceci, et vous voyez qu'il est facile de passer à l'intégrale. Parce que je vais intégrer mon membre à membre. Je viens de dire que le champ est en constant.
Oui, attention, c'est ici, c'est une expression justement de fonction. Non, je m'excuse. Ici, on a E qui est fonction du potentiel. Hein. Ici, c'est vrai qu'ici, je ne prends pas constant ici dans ce cas-ci. Il est dépendant. Voilà. Ici, il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Donc, on va écrire que plutôt moins EDR. Il peut être constant comme il peut ne pas être constant, mais peut avoir une fonction. Pour avoir une fonction. Voilà. Donc, dv intégrale de moins E dr. Donc, ce qui fait v intégrale de moins E dr. Et donc là, vous voyez que je suis passé, le champ dérive du potentiel, mais le potentiel est l'intégrale du champ. Et bien sûr, ça c'est valable à une constante près, que je vais appeler K. Donc, le potentiel n'est jamais défini qu'à une constante, on va dire, additive près. Hein. Donc, et là, c'est une loi plutôt générale, puisque c'est à une constante près. C'est à une constante près, le champ. Elle est toujours définie à une constante près. Par rapport, enfin, le potentiel est défini à une constante près par rapport au champ. Bien sûr, il faudra définir la constante d'intégration. Et pour ça, bien sûr, il faudra mettre à profit pour définir un potentiel de référence. Un potentiel de référence. Alors, bien sûr, ici, le V est fonction de R. Le V est fonction de R. Parce que je fais différentiel par rapport à R. Voilà. Et ça, c'est quel que soit le potentiel, il peut être coulombien ou pas, et ça, c'est quel que soit le champ, qu'il soit coulombien ou pas. Et donc, la constante d'intégration, ben, on va essayer d'avoir une référence 0 par rapport au type de champ qu'on en a en présence. Donc ça, c'est une loi générale, si vous voulez. Ça, c'est général. C'est une loi générale applicable pour n'importe quel champ. Qu'il soit coulombien ou pas. Qu'il soit coulombien ou pas. Voilà, c'est... Alors, par exemple, si je prends justement un champ typique qui est le champ coulombien, en exemple, pour trouver la constante K, ben, il suffit de considérer qu'on a un potentiel de référence. Hein. C'est-à-dire que j'aurai V de R qui est égal à l'intégrale de moins E dr. Si je considère le champ coulombien il vaut moins E 4 pi epsilon 0 R dr moins, bien sûr, plus quand on va calculer, calculer avec une constante à une constante additive près. Voilà. Donc on aura 1 sur 4 pi epsilon 0 alors ça je l'ai déjà calculé. Pour le champ coulombien, je l'ai déjà calculé. Ça valait moins Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R, je l'ai déjà calculé. Voilà, à une distance VR. Alors, que vaut la constante d'intégration bon, que je n'avais pas parlé auparavant, parce que voilà, ici, je l'ai vu par rapport aux intégrales définies. Ça, c'est par rapport aux intégrales définies. Donc, vous voyez qu'il vaut bien moins Q sur 4 pi epsilon 0 pour un champ coulombien. Là, je l'ai pris par rapport aux intégrales indéfinies. Mais par rapport aux intégrales définies, ici, je m'excuse, c'est l'intégrale définie.
c'est une intégrale définie parce qu'il y a les bornes. Intégrale définie. Là, c'est une primitive, c'est une intégrale indéfinie. Voilà, c'est une primitive. Et qui dit primitive dit constante d'intégration. Voilà. Et donc vous voyez que c'est bien ça, et là que la constante d'intégration, on mettra k égale 0. C'est-à-dire qu'on mettra une référence de potentiel nul. On mettra une référence. Parce que c'est définir une constante d'intégration. Et c'est vous qui définissez l'adoption voilà, de la constante d'intégration par une valeur qui est nulle. Voilà. C'est-à-dire qu'on va considérer comme nul le potentiel à l'infini. C'est juste ça. Et donc, comme j'ai toujours dit, bon, l'indétermination du potentiel n'a aucune conséquence pratique, parce que cela ne change rien aux différences de potentiel qui fixent les échanges d'énergie. On a toujours potentiel par rapport à 0 ou pas. On s'est toujours trouvé, je veux dire, voilà, l'écart qu'on fixe par rapport à... Quand on fixe par rapport à 0, on s'est toujours trouvé l'écart, qu'il soit nul ou pas. Que la référence soit nulle ou pas. Si vous prenez une masse à 0 ou une masse à 4 volts, ce qu'on mesure, c'est la différence de potentiel. Elle sera équivalente si la masse vaut 0 ou si la masse vaut 4 volts. Voilà, ce qu'on mesure, c'est toujours VA moins, VB moins VA. VB moins VA. On mesure la différence de potentiel. Voilà, on mesure VB moins VA. Peu importe la référence que l'on a. Par exemple, je prends un exemple. Ici, si on a 5 volts, là, 3 volts, là, je mesure par rapport à une référence de 0 volts. Ma référence, elle est là. La référence qu'on appelle la masse. Bon, c'est comme dans les châteaux d'eau, il faut... si la hauteur est de 0 mètre, ici, voilà, ici, vous avez 4 mètres, 6 mètres. La différence de hauteur ici est de 2 mètres. Ici, c'est la même chose. La différence de potentiel ici est de 2 volts. Donc, au niveau énergétique, on mesure la différence. Maintenant, si vous prenez une référence qui est non nulle, dans un château d'eau, vous allez mesurer par rapport à non plus 0 mètre, mais 3 mètres. Si le sol est considéré comme étant à 3 mètres, mais là vous aurez 7 mètres, et là vous aurez 9 mètres. Donc on va mesurer toujours 2 mètres de différence. Ici c'est le même. Si vous mettez la masse qui est à 4 volts, là vous allez avoir 7 volts, et là vous allez avoir 9 volts. Et là on a toujours nos fameux 2 volts. Donc la référence ne va rien changer, parce que ce qu'on va mesurer, voilà, c'est la différence de potentiel. C'est une différence. Et c'est ça, c'est la différence de potentiel qui fixe les échanges d'énergie. Que ce soit pour un potentiel électrique ou pour un potentiel mécanique. Voilà, un potentiel mécanique, c'est-à-dire une énergie potentielle mécanique qui a une différence de hauteur. Hein. Voilà, enfin, qui est dépendante d'une différence de hauteur. MGH. MG delta H. MG, alors, la masse. Alors, si c'est un liquide, c'est ρGH. Il y aura la densité qui va jouer en jeu, qui va être mise en jeu. MGH. Donc on a bien un poids fois une hauteur, c'est bien un travail. Un poids fois une hauteur, c'est un travail. C'est une force fois un déplacement, c'est bien un travail. Donc c'est bien un aspect énergétique ici. Donc mg fois h. Et donc si le m est constant, g est constant, on a ici delta h. Mais le point de vue énergétique, delta w ne va dépendre que voilà, de la différence de hauteur. Ici c'est le même. C'est la différence de potentiel qui fixe, je veux dire, les échanges d'énergie. Alors, dans certains champs, bon, il faut avoir la nature du champ.
c'est des exercices qui vont vous donner une expression du champ. Voilà, le champ, ça va être donné. Par exemple, on vous donne le champ qui est donné sous forme, voilà, de fonctions à plusieurs variables x, y, z. On va dire ça comme ça. Voilà. Et parfois, c'est pas possible d'attribuer une valeur nulle au potentiel à l'infini. Donc, on référence 0, pour k égale 0, c'est pas possible. Un exemple de ça, c'est par exemple le fil et le plan infini. Et puis généralement, on dit quand il y a des charges à l'infini. Dans ce cas, ben, il faut choisir un autre point comme point de référence. Hein. Voilà. De toute façon, ça, je verrai ça dans une vidéo qui va concerner donc le cas d'un fil infini. Je verrai ça. Voilà. Donc là, le potentiel de référence ne vaudra pas 0. Parce que ce sera impossible de le calculer. Voilà. Avec un potentiel nul à l'infini. Donc il y a des cas de figure où on ne sait pas attribuer une valeur 0 pour la constante. Il faut faire avec, il faut trouver notre référence. Bon, bien sûr, on essaie de trouver une référence assez simple pour pouvoir faire les calculs de manière simple. Il ne faut pas compliquer les choses non plus. Donc on va chercher un point. Mais ça, je verrai ça quand je verrai le cas de figure. Parce que je le ferai aussi. C'est pas calcul intégral. On va dire ça comme ça. Parce que d'office, constante d'intégration, calcul intégral. Donc fatalement, vous aurez compris qu'il y aura du calcul intégral là-dessus. Je vous remercie.